Le brevet d'études du premier cycle a livré son verdict avec 66,46% de taux de réussite au plan national. Vous suivrez dans ce journal la délibération du directeur des examens et concours. Et 400 milliards de francs CFA, c'est le montant d'une aide approuvée par le Fonds monétaire international au profit du Bénin, affecté notamment par la guerre en Ukraine et la pandémie du coronavirus. Et puis en interactualité, une explosion a fait 7 morts au Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso. L'incendie meurtrier survient alors que la région est placée sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin. Une enquête a été ouverte. Précision à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'est pour nous un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision dans la matinée de ce dimanche 10 juillet 2022. Le directeur des examens et concours du Bénin a fait la délibération du brevet d'études du premier cycle BEPC édition 2022, session de juin 2022 également. On retient qu'au plan national, il y a 106,46% de taux de réussite selon donc les taux de réussite officiellement annoncés par le directeur. C'est le département du Borgou qui vient en tête avec 74,46% et le plateau tient la lanterne avec 50,48 plutôt %. Reportage. Au total, au plan national, pour le compte de cette session du BEPC de juin 2022, il se dégage un taux d'admissibilité national de 66,46%. Département premier, le Borgou, avec 74,46%. Département deuxième, le Koufo, avec 72,24%. Département troisième, le Littoral, avec 71,84%. Département quatrième, l'Atlantique, avec 69,90%. Département cinquième, le Mono, avec 69,66%. Département sixième, l'Atakura, avec 67,53%. Département 7e, le Zou, avec 67,45%. Département 8e, l'Ouémé, avec 63,08%. Département 9e, la Donga, avec 61,98%. Département 10e, les Collines, avec 57%. Département 11e, la Liborie, avec 53,61%. Département 12e, le Plateau, avec 50,48%. Au terme de cette physionomie des pourcentages de réussite d'admissibilité, on retient pour la suite ce qui suit. Dès le lundi 11 juillet 2022, à partir de 10 h, dans tous les départements seront affichés les noms des candidats admissibles. D'ores et déjà, les directeurs départementaux sont instruits au fin de prendre toutes les dispositions pratiques pour rendre les centres d'évaluation exploitables, de sorte que les candidats admissibles sont invités le mardi 12 juillet à partir de 7 h, uniquement pour ce qui concerne les candidats admissibles de série MC, dans tous les centres pour subir les épreuves orales et sportives. Et le mercredi 13 juillet 2022, le reste des candidats de série MC qui n'auront pas pu achever de subir leurs évaluations orales et sportives pourront se présenter dans les centres le mercredi 13 juillet. Et en plus de cet effectif-là, tout le groupe des candidats admissibles de série ML.
Et je l'annonçais en titre, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a annoncé ce vendredi avoir approuvé un plan de 638 millions de dollars, soit environ 400 milliards de francs CFA pour aider le Bénin, affecté notamment par la guerre en Ukraine et la pandémie de coronavirus. Cette décision du Fonds monétaire international permet un décaissement immédiat d'environ 143 millions de dollars que les autorités béninoises ont l'intention d'utiliser à des fins d'appui budgétaire, précise donc l'institution dans un communiqué. Précision également à suivre avec Kenneth Egawi. Plus de 400 milliards de francs CFA, c'est le financement qu'apporte le FMI au programme d'action du gouvernement. Ce geste est une conséquence des progrès du Bénin en matière de gestion macroéconomique et de transparence budgétaire. Cet appui financier de 638 millions de dollars s'inscrit dans le cadre du mécanisme élargi de crédit MEDC et la facilité élargie de crédit FEC. L'aide s'échelonne sur une durée totale de 42 mois. Elle va servir à répondre aux besoins de financement urgent, mobiliser plus de ressources auprès des donateurs et ancrer le plan national de développement du pays axé sur la réalisation des objectifs de développement durable, fait savoir le directeur du FMI, Kenji Okamura. Et déjà, il est annoncé un décaissement immédiat de 143 millions de dollars que le gouvernement utilisera à des fins d'appui budgétaire. Le Bénin fait face depuis quelques mois à des défis importants dus à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Nord, les répercussions induites par la pandémie de la COVID-19 et la guerre en Ukraine. Une situation qui pourrait mettre en danger les progrès économiques de ces dernières années, telles que la numérisation du système fiscal, ainsi que des réformes institutionnelles de grande envergure. Et c'est ce que le FMI veut pallier en approuvant ce plan d'aide du gouvernement. Une brève avant de poursuivre cette édition. Sur invitation du président de la République du Bénin, le chef d'État français Emmanuel Macron sera en visite officielle au Bénin le mercredi 27 juillet 2022. Il sera question durant cette visite de réchauffer les relations diplomatiques entre le Bénin et la France. Le président de la République française Emmanuel Macron est donc attendu à Cotonou. C'est donc sur l'invitation du président Patrice Talon, sauf changement de calendrier dans la capitale économique du Bénin. Selon les informations parvenues à notre rédaction, il s'agit d'un déplacement minutieusement préparé depuis quelques semaines par les autorités des deux pays pour une visite de travail du 27 au 28 juillet prochain. Il faut donc dire que les relations entre le Bénin et la France sont au beau fixe, malgré quelques malentendus. C'est le premier déplacement qu'effectuera le président français en Afrique depuis sa réélection après l'étape béninoise. Le président français se rendra donc au Cameroun. Et ce journal se poursuit. Le préfet de l'Atlantique était donc au marché d'Alada et dans certaines boutiques de vente de ciment et d'autres produits de première nécessité. Il est allé donc s'assurer du respect des prix fixés par le gouvernement pour atténuer la peine des populations. Plusieurs tenanciers ont reçu des convocations à l'issue de la descente. Reportage. Descente inopinée du préfet du département de l'Atlantique et de la directrice départementale Atlantique Littoral du commerce dans des boutiques de vente de ciment. Nous sommes ici dans la commune d'Alada. Ils s'imprègnent du respect du prix de la tonne du ciment recommandé par le gouvernement. Dans cette boutique sillonnée, ils notent des irrégularités. La dame, en nous voyant venir, a fermé ses portes parce qu'elle se reproche certainement quelque chose. Et lorsque nous avons commencé, vous avez vu, les prix qui devaient être donc mentionnés, placardés sur la porte, nous n'avons pas vu donc ces prix-là. Ça pose un problème. Elle n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de nous sortir dans ces archives une seule facture normalisée. Le constat n'est pas le même partout. Il existe également des commerçants qui partagent la vision du gouvernement sur la cherté de la vie. Ils respectent le prix recommandé par l'exécutif. C'est étonnant que nous soyons au niveau de ce dépôt et qu'on ait constaté tous qu'ils respectent les conditions et les règles fixées par l'arrêté plafonnant le prix du ciment. Il faut avouer que c'est dans cette boutique que nous voyons que le propriétaire donc a respecté
vraiment les mesures prescrites par le gouvernement. Il faut noter que le prix de la tonne du ciment dans l'Atlantique et le littoral reste rigoureusement fixé à 75 000 francs CFA et pas d'excuses aux commerçants véreux. À l'instar de la communauté internationale, les musulmans béninois ont sacrifié à la tradition ce samedi 9 juillet 2022 sous l'égide de leurs imams respectifs. Le constat de la grande prière à la place Idi avec l'imam de la mosquée centrale de Djonké à Cotonou dans ce reportage signé Romaric Dossa et Pierre Akako. C'est autour de 9h30 que l'imam de la mosquée centrale de Djonké lance la prière qui marque la célébration de l'Aïd el-Kébir sur cette place Idi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Après l'exécution des 2 rakats, l'imam dans son serment invite les fidèles à la sérénité et à fêter de façon licite. Que la fête soit belle. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin. S'ensuit l'immolation de ce bélier. Bismillahi Allahu Akbar. Un acte plein de sens. Ça a beaucoup de bénédictions. Je vais faire appel à un enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à qui les compagnons ont demandé quel serait leur mérite, leur récompense sur l'immolation de cette bête. Le prophète les a répondu par inspiration divine que vous aurez sur chaque poil que contient chaque bête que vous avez immolée, vous aurez une récompense. Allez-y alors comptez le nombre de poils qui se trouvent sur chaque bête et revenez-moi veut dire le nombre que vous avez vu. Ce qui veut dire que les bénédictions qui vont nous échoir sur cette immolation sont incommensurables. Donc j'ai imploré cette bénédiction là, sur tout le peuple béninois, sur le gouvernement et la tête aussi, le chef de l'État. Chacun de nous, nous avons des différents vœux, nous avons des différentes difficultés. Dieu seul le sait, c'est lui l'omniscient qui fasse passer et par ses bénédictions nos besoins et nos projets et qui les réalise pour nous. Ce que nous voulons comme bonheur, que nous puissions l'atteindre et ce que nous déplorons comme malheur, que Dieu puisse dissiper cela de notre vie. L'Aïd el-Kébir, instant de prière et de réjouissance avec ses proches. Je veux d'abord saluer l'imam, le remercier pour le sermon qu'il a fait tout à l'heure, qui nous rappelle le sens de la fête, de la célébration que nous observons aujourd'hui, qui est le sacrifice suprême qu'un homme, et à l'époque, le prophète Ibrahim, a fait. Et c'est ce sacrifice-là qui nous est rappelé, en même temps qu'il nous rappelle le sens, le partage qui doit nous animer un jour comme celui-ci. Et c'est ce que nous souhaitons tous à notre peuple, la bonne santé, la prospérité pour notre pays. Et ce jour particulier, nous ne pouvons pas ne pas penser à ceux qui sont affectés d'une manière ou d'une autre. L'immolation des bêtes peut donc se poursuivre dans les maisons. Le partage avec pauvres et nécessiteux est vivement recommandé. Hors des frontières béninoises à présent, rendons-nous au Togo. Une explosion a fait 7 morts au Togo. Près de la frontière avec le Burkina Faso, l'incendie meurtrier survient alors que la région est placée sous état d'urgence sécuritaire depuis le 13 juin. Une enquête a été ouverte. Précision. Une explosion dans le nord du Togo a fait 7 morts et 3 blessés, a annoncé dimanche l'armée sans donner plus de détails. L'explosion s'est produite dans la préfecture de Tone, près de la frontière avec le Burkina Faso, où une insurrection djihadiste sahélienne menace de s'étendre au pays côtier d'Afrique de l'Ouest. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de cette explosion et identifier les auteurs, précise le communiqué de l'armée togolaise. Selon les médias locaux, les victimes sont exclusivement des enfants, dont l'âge est compris entre 10 et 15 ans. Le mois dernier, le Togo a déclaré l'état d'urgence dans ses préfectures du nord, en raison de la menace d'attaques de militants islamistes au nord de sa frontière. En mai dernier, 8 soldats togolais ont été tués dans une attaque survenue dans cette même région frontalière avec le Burkina Faso. Les troupes togolaises sont déployées dans le nord du pays pour tenter de contenir une menace djihadiste qui gagne du terrain.
En Libye, le Premier ministre désigné par le Parlement, Fathi Bachagha, a affirmé qu'il entrera dans la capitale et prendra donc ses fonctions dans les prochains jours. Dans un entretien, l'homme politique de 59 ans a été désigné en février par le Parlement, basé donc dans l'Est libyen, pour former son gouvernement. Reportage. Fathi Bachagha, le Premier ministre libyen désigné par le Parlement de Tobrouk, qui se dispute le pouvoir avec l'exécutif à Tripoli, a indiqué qu'il entrera dans la capitale dans les prochains jours. Le mandat du gouvernement d'Ebeiba est terminé et il n'a pas réussi à faire en sorte que les élections aient lieu. Je pense que maintenant, il est considéré comme une sorte de gang et non comme un gouvernement. Dans les prochains jours, si Dieu le veut, nous serons à Tripoli. Nous avons reçu un certain nombre d'appels et d'invitations positives pour entrer dans la capitale. Les deux hommes politiques étant soutenus par différents groupes armés, la présence de deux gouvernements rivaux fait craindre une nouvelle guerre civile. Nous avons réussi à éviter toute confrontation militaire. Mais la Libye ne peut pas rester comme ça éternellement. Il doit y avoir une solution. Début juillet, des manifestations ont éclaté à travers le pays contre la dégradation des conditions de vie et pour exiger le renouvellement de la classe politique. Des contestataires ont notamment forcé l'entrée du Parlement basé à Tobrouk avant d'y mettre le feu. Pour ce qui est de sortir de l'impasse, l'ONU et la communauté internationale devraient s'appuyer sur l'accord libyen qui a été conclu il y a quelque temps. L'accord entre le Conseil d'État et le Parlement, ainsi que l'élite politique libyenne, qui ont convenu qu'il devait y avoir un gouvernement pour rassembler la Libye. Et c'est mon gouvernement. Alors que le conflit a été largement alimenté par les ingérences extérieures, Fathi Bachagha appelle l'Organisation des Nations Unies à adopter des solutions qui fonctionnent pour les Libyens plutôt que pour les États qui interfèrent en Libye. En Côte d'Ivoire, à présent, Abidjan, exposé aux inondations, le changement climatique principal accusé des dégâts des pluies diluviennes n'est pas seul en cause. À Abidjan, on construit dans les zones à risque. Reportage. Dans la capitale économique ivoirienne, une personne sur 5 vit dans des zones inondables. Le changement climatique, principal accusé des dégâts de ces pluies diluviennes, n'est pas seul en cause. À Abidjan, on construit dans des zones à risque, les canalisations sont bétonnées ou servent de dépotoir, laissant l'eau se transformer en torrent meurtrier. C'est la ville qui est une ville béton, c'est une ville bitume, c'est une ville tôle, et du coup, l'eau n'a plus sa place dans la ville. Et toutes les eaux qui devaient partir en infiltration, sont réservés à l'écoulement et toutes les eaux se retrouvent au même endroit. Du coup, c'est une bonne quantité d'eau qui doit circuler. Un ouvrage d'assainissement, il a besoin d'être régulièrement revisité. Ces catastrophes naturelles imputées au changement climatique, à l'incivisme, mais également aux sociétés en charge du drainage et de la construction des voiries, laissent place à des paysages de désolation. Depuis qu'ils ont fait les routes là, c'est vrai qu'ils ont fait, les gens pas d'eau sont contents, mais nous vraiment, on n'est pas contents. C'est comme ils ont fait ici une sortie de l'eau. Au mois de juin, 19 personnes sont mortes et 151 personnes ont été mises en sécurité. Plus de 700 mm de pluie sont déjà tombés, mais les jours à venir s'annoncent moins inquiétants. La SODES m'avait annoncé qu'on aura une quantité de pluie qui sera supérieure à 640 mm. Donc on a largement dépassé les 640 mm de pluie. On est pratiquement à 740 mm de pluie. Pour éviter les drames liés aux inondations, les secours ne baissent pas la garde et continuent de s'organiser. Toutes nos troupes sont en alerte dans les différentes casernes. En plus du personnel qui est en alerte, comme les jours ordinaires, nous avons des équipes d'intervention aquatique. Nous avons aussi des équipes de recherche en milieu périlleux. Et nous avons aussi des équipes de sauvetage, d'éblaiement, accompagnées d'une équipe cynotechnique. Les mois de juin et de juillet sont les mois les plus pluvieux au sud de la Côte d'Ivoire avec de fortes précipitations de pluie. La Coupe d'Afrique des Nations
prévu en juin et en juillet 2023, aura finalement lieu en janvier et février 2024 pour les mêmes raisons climatiques. Ma camarade à Abidjan pour Africa News. De la guerre en Ukraine, on en parle encore. Au moins 15 morts dans une frappe sur un immeuble dans la région de Donetsk. La frappe s'est produite dans la nuit dans la petite ville de Tchavy Yar. Selon donc les secours, 24 personnes se retrouvent encore sous les décombres, dont un enfant. 5 autres personnes ont été sauvées dessous les gravaires. Reportage. Les secouristes tentaient de retrouver des survivants dimanche à Tchassiv-Yar, dans la province de Donetsk. Un immeuble d'habitation a été en partie détruit par des roquettes russes samedi soir. Selon le dernier bilan des autorités, dimanche après-midi, 15 personnes ont été tuées et il reste 24 disparus. Une nouvelle tragédie pour les habitants après plus de 4 mois de guerre. Je connaissais tous les gens qui vivaient ici. On m'a dit qu'un enfant a été tué. Il n'y avait qu'une seule famille avec un enfant. C'était Irina et son fils de 9 ans. Alors nous sommes venus ici pour trouver nos voisins. Peut-être que l'un d'entre eux était déjà parti avant le bombardement. Je ne sais pas. Les forces russes continuent de pilonner l'est de l'Ukraine. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, Igor Konashenkov, l'armée russe a tué près de 100 soldats ukrainiens à Sloviansk en touchant une usine où étaient stockées des armes et des munitions. Les Russes concentrent leurs forces sur la région de Donetsk pour occuper l'ensemble du bassin minier du Donbass après avoir conquis début juillet la région de Louhansk. Kiev assure de son côté avoir visé 2 points de commandement et des dépôts russes dans la région de Tchornov-Baïvka. Le Japon, le parti au pouvoir vers une large victoire au sénatorial après donc l'assassinat de Shinzo Abe. Les Japonais ont sans surprise accordé leur confiance à la coalition au pouvoir dimanche lors des élections sénatoriales. Un scrutin qui a été éclipsé par l'assassinat vendredi de l'ancien premier ministre Shinzo Abe au cours d'un meeting électoral. Reportage. Le recueillement plutôt que la célébration. Malgré la probable victoire du Parti libéral-démocrate aux élections sénatoriales partielles de ce dimanche, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a tenu à observer une minute de silence en mémoire de l'ex-chef de l'État Shinzo Abe, tué par balle vendredi. Sur le lieu de son assassinat à Nara, près d'1 millier de personnes sont venues se recueillir ce dimanche et déposer des gerbes de fleurs. Cette attaque contre l'un des hommes politiques les plus connus du Japon a profondément ému la population dans un pays relativement épargné par les violences politiques et où les armes à feu sont particulièrement rares. Jamais je n'aurais pensé qu'une telle chose puisse se produire ici, témoigne ainsi cette japonaise venue se recueillir avec sa famille. Son époux explique lui avoir voulu emmener ses filles sur ce lieu dans l'espoir qu'elles prennent conscience de l'importance de la politique et de la démocratie. À l'étranger, de nombreux chefs d'État ont rendu hommage à Shinzo Abe. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken devrait faire étape à Tokyo lundi pour présenter ses condoléances en personne. L'auteur présumé de l'attaque, un homme de 41 ans nommé Tetsuya Yamagami, a été immédiatement arrêté sur les lieux. Il a depuis avoué avoir délibérément visé Shinzo Abe, expliquant en vouloir à un groupe religieux nommé l'Église de l'Unification, lié selon lui à l'ancien Premier ministre. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce 13h sur Speedline Télévision. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Portez-vous bien.